Madame Cossard, Monsieur Choquet, Mesdames, Messieurs les académiciens, d'abord je voudrais vous remercier d'avoir sélectionné le travail de Kitry. C'est un immense honneur, une très grande fierté de pouvoir présenter ces résultats et Kitry a effectué un travail remarquable pour arriver à ce papier. Donc en fait, on va parler d'une maladie génétique rare, mais qui n'est pas exceptionnelle, qui s'appelle le syndrome d'hypercroissance dysharmonieuse. Alors en anglais, on dit PROS. C'est une hypertrophie asymétrique du corps. Ce sont des enfants et des adultes qui ne sont pas symétriques. Des hypertrophies, donc augmentation de volume, qui peuvent toucher n'importe quelle partie du corps, n'importe quel type de tissu, pour avoir de la graisse, des vaisseaux, de l'os, parfois c'est souvent mélangé. Et c'est une maladie qui n'est pas héritée des parents. Les parents sont indemnes, ne sont pas porteurs de mutations génétiques. C'est une mutation qui apparaît au cours de l'embryogénèse. Alors la voie principale en fait qui joue un rôle dans la croissance et la prolifération des cellules, c'est une voie de signalisation qui a un nom un peu compliqué, qu'on appelle PIK3CA, AKT, mTOR. Cette voie, lorsqu'elle est recrutée par des facteurs externes, des facteurs de croissance, eh bien, elle induit la croissance de la cellule, la prolifération, sa division, et elle met en branle en fait tout un tas de métabolismes au sein de la cellule. Il se trouve que cette voie, elle est très fréquemment malade en cancérologie, elle travaille trop en cancérologie, et elle représente donc une cible d'intérêt pour les industriels de la pharma. Alors il se trouve qu'en 2012, donc c'est relativement récent, il y a une équipe à Boston, au Children's Hospital, qui a identifié donc, ces patients avec des syndromes d'hypercroissance dysharmonieuse. Je vais vous montrer des photos, vous allez comprendre. Et ils ont montré en fait que ces patients étaient porteurs de mutations génétiques dites en mosaïque, c'est-à-dire que dans les tissus touchés, vous faites une prise de sang, vous ne trouvez pas la mutation, il faut aller ponctionner la zone qui est trop grosse, trop volumineuse. Et ils se sont rendus compte en fait, que ces patients, dans l'immense majorité des cas, étaient porteurs de mutations de ce gène-là, PIK3CA, qui est tout en haut de la cascade en fait, et qui, lorsqu'il est muté, il travaille trop, il induit en fait l'activation permanente de la voie, il n'y a plus de frein possible. Et donc cette mutation qui apparaît, on ne sait pas vraiment pourquoi, au cours du développement embryologique, eh bien, elle est responsable de ce genre de présentation clinique à la naissance. Donc si la mutation apparaît au tout début de l'embryologie, eh bien, vous allez avoir beaucoup de cellules malades au sein de l'embryon, et donc vous allez avoir une présentation clinique très sévère à la naissance. Et si la mutation apparaît très tardivement, vous allez avoir une mutation qui va être très localisée, qui va ne toucher qu'une certaine partie du corps, et donc vous pouvez avoir par exemple qu'une macrodactylie isolée, c'est-à-dire un ou deux gros doigts, comme ça peut se voir fréquemment. Et en fait, tous ces patients que je suis sont des patients qui sont porteurs de mutations PIK3CA, exactement la même à chaque fois, mais vous voyez qu'une présentation clinique très très diverse en fonction du moment où la mutation est apparue, en fonction du tissu cellulaire qui est touché. Et donc on se retrouve face à des patients qui n'ont pas de traitement, font essentiellement face à de la chirurgie, à de l'embolisation radiologique, à des thérapeutiques de soutien, à des antalgiques, mais pas de thérapie qui pourrait potentiellement améliorer leur état général. Donc vous pouvez avoir une forme très localisée qui est la macrodactylie isolée, mais la forme la plus sévère, c'est le syndrome de Clove. C'est une mutation qui apparaît très tôt au cours du développement embryologique, et donc vous avez ce que je vous disais tout à l'heure, quasiment l'ensemble du corps humain qui est touché avec des vaisseaux qui sont déformés, qui prolifèrent en excès, une atteinte cutanée avec des épaississements de peau, une atteinte du squelette qui est assez caractéristique avec des doigts surnuméraires et souvent une scoliose très avancée. Vous imaginez un impact social relativement important. Et donc c'est dans ce contexte en fait que Kitry est intervenu, puisque à ce moment-là, nous n'avions pas de modèle murin pour travailler, pour comprendre les mécanismes de progression de cette maladie et pas de cible thérapeutique. Et donc j'ai demandé à Kitry de développer un modèle murin et de prendre la suite. Merci Guillaume. Comme Guillaume vous l'a dit, lorsque nous avons voulu travailler sur ce syndrome, nous nous sommes retrouvés face à un problème technique, l'absence de modèle animal. Nous avons donc décidé d'en créer un au laboratoire. Pour cela, nous avons utilisé 2 modèles de souris transgéniques, des souris qui expriment les souris Cacré recombinase, qui expriment un gène dans l'ensemble des cellules après induction par une molécule, le tamoxifène. Et selon la dose de tamoxifène administrée, le nombre de cellules touchées sera plus ou moins important, donc le taux de mosaïcisme plus ou moins important. Et nous avons croisé ces souris avec une lignée de souris porteuses de PIK3CA suractivée. Et nous avons induit ces souris avec une dose de tamoxifène à 21 jours, l'âge où les souris deviennent adultes. Et nous avons ensuite regardé quels étaient les phénotypes qu'on pouvait observer. Nous avons pu voir qu'au bout de quelques semaines, les souris présentaient des tumeurs qui sont disséminées partout sur le corps, des membres asymétriques,
ainsi que des malformations vasculaires et pour certaines des scolioses. Donc ce modèle animal présente donc tous les phénotypes que l'on peut observer chez les patients. Nous avons ensuite regardé l'activation de la voie PIK3CA dans ces souris. Pour cela, nous avons réalisé des immunofluorescences en regardant 2 protéines de la voie, que sont AKT et S6RP ici en bas, AKT en haut en rouge. Nous pouvons voir ici les niveaux d'activation de ces 2 protéines dans des souris contrôles. Et à côté, les niveaux d'activation dans les souris atteintes, dans les organes et dans les différentes tumeurs. Nous pouvons voir qu'il y a une forte augmentation de l'expression de l'activation de ces protéines, ce qui valide donc notre modèle murin. Nous nous sommes ensuite intéressés aux options thérapeutiques pour ce modèle. Et comme Guillaume vous l'a dit, à l'heure actuelle, il n'existe pas de traitement spécifique pour ce syndrome. Pour certains patients, les médecins peuvent donner de la rapamycine qui bloque mTOR, donc une protéine plus bas dans la voie. Et cela a montré une certaine amélioration sur des tumeurs vasculaires. Nous avons donc administré ce traitement à nos souris. Et même si nous avons vu des améliorations sur certaines tumeurs vasculaires, la majorité des malformations sont restées présentes lors du traitement. Donc nous nous sommes demandé quelles autres options thérapeutiques étaient possibles. Et comme Guillaume vous l'a dit en introduction, PIK3CA est présent et suractivé aussi dans de nombreux cancers. Et donc nous avons recherché quels étaient les médicaments en cours de développement. Nous sommes particulièrement intéressés au BYL719, qui est un médicament en fait spécifique de PIK3CA et qui, à l'époque, était le traitement le plus avancé. Donc nous avons administré ce traitement à nos souris et nous avons pu voir que non seulement les tumeurs arrêtaient de grossir lorsqu'on administre le traitement, qu'il y avait une amélioration de la durée de vie des souris, mais surtout que les tumeurs disparaissaient après 2 semaines de traitement. Ce qui a été confirmé par scanner. Ici, vous pouvez voir la diminution et la disparition de la tumeur. Donc 80% de diminution en 15 jours de traitement. Donc en parallèle de ça, nous avons demandé l'autorisation à la ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, pour pouvoir utiliser ce traitement sur un patient atteint du syndrome de Clove, Emmanuel, un patient de 29 ans qui présente des symptômes assez sévères, une masse importante et très vascularisée dans le dos, une hypertrophie de l'oreille gauche ainsi que de la jambe gauche. Lorsque Guillaume le rencontre pour la première fois, son pronostic vital était engagé et il avait été traité à la rapamycine sans répondre au traitement. Étant donné la gravité de son état, la NSN nous a accordé l'autorisation de le traiter au BYL. Et nous avons pu commencer le traitement en janvier 2016. Et très vite, nous avons pu voir que l'état d'Emmanuel s'améliorait. Effectivement, vous pouvez voir ici, il est sur le dos, la tumeur est ici, donc avant le traitement. Et en 1 an et 1 an et demi, la masse a énormément réduit. Et nous avons pu voir cet effet sur toutes les malformations d'Emmanuel. Ici, il est allongé sur le côté. Sa tête est ici et on peut voir toutes les masses qui sont présentes ici et qui diminuent de manière assez spectaculaire au cours du traitement. Et de même, l'oreille gauche a retrouvé une taille identique à l'oreille droite. Et c'est le cas pour toutes les malformations qui étaient présentes chez Emmanuel. Donc, au vu de ces résultats spectaculaires, la NSN nous a autorisé à traiter 18 autres patients, âgés de 2 à 50 ans. Ce que nous avons pu voir, c'est que tous les patients répondent au traitement, quel que soit le type de malformation. Je vais passer très vite par manque de temps sur chacun de ces patients, mais ils ont tous répondu. Ils sont encore tous traités aux médicaments et on n'a pas encore atteint le plateau. Ils répondent tous et toutes les diminutions continuent à se confirmer. Certains ont répondu de manière particulièrement spectaculaire, comme c'est le cas de la petite Zoé qui a 5 ans au moment du début du traitement. On peut voir ici son bras droit qui est très volumineux et très douloureux. Donc ici avant le traitement et qui déjà les douleurs disparaissent avec le début du traitement et on peut voir que le volume de son bras a drastiquement diminué. Donc pour conclure, nous avons créé au laboratoire un modèle animal du syndrome de Pross qui récapitule les différents phénotypes qu'on peut observer chez les patients. Nous avons identifié une molécule, le BYL719,
qui semble être un traitement très prometteur et qui présente peu d'effets secondaires chez les patients. C'est un exemple de recherche translationnelle, donc de coopération entre l'hôpital et le laboratoire, et un exemple de repositionnement de molécules dans le cas d'une maladie rare. Donc je souhaite remercier les membres de l'Académie qui ont sélectionné mon projet et m'ont permis de présenter ces travaux dans un cadre aussi prestigieux. Je souhaite remercier bien évidemment mes collaborateurs, en particulier Guillaume Cano qui a supervisé ce projet, ainsi que Sophia Ladra et Clément Auguin. Toute l'équipe médicale qui a suivi les patients, les plateformes de l'Institut Necker qui nous ont permis de réaliser les expérimentations et tous les organismes qui nous ont financés, ainsi que vous pour votre attention. À la discussion. Donc, nous avons des académiciens médecins qui ont envie de vous poser des questions. Jean-François Bach, Pierre Corvol. Un commentaire et une question, au-delà des félicitations pour le magnifique travail. Le commentaire, bien sûr, vous apportez une réponse extraordinaire à tous ceux, il en reste, qui doutent de la validité des modèles animaux. Bon. La question est sur la durée du traitement, parce que j'imagine, mais vous avez peut-être déjà des éléments de réponse, que c'est un traitement à vie, ou est-ce qu'on peut arrêter, ou comment, qu'est-ce que vous savez sur ce sujet ? En fait, ce qu'on a fait au laboratoire, c'est qu'on a laissé les tumeurs apparaître chez les souris, traité les souris jusqu'à la disparition des tumeurs et arrêté le traitement. Et on a vu qu'au moment de l'arrêt du traitement, les tumeurs commencent à réapparaître très vite. Donc ça nécessitera certainement un traitement à vie pour ces patients. Si je peux m'intercaler entre les deux médecins, est-ce que vous pouvez nous dire, vous mettez de la pommade ou vous mettez... c'est en gavage, par ingestion. Ah, c'est par voie Par orale. contre, chez les souris et chez les patients, c'est des pilules. Pierre Corvol, président de l'Académie. Oui, je voulais rebondir sur les modèles animaux, justement. Est-ce que d'autres modèles animaux pourraient être utilisés? Parce qu'après tout, est-ce que dans le poisson zèbre, vous avez le même gène, la même voie de signalisation, et c'est aussi un screening qui est plus rapide à ce moment-là? Est-ce qu'il y a des tumeurs? Est-ce que vous avez essayé? Non. Non, nous sommes directement passés au modèle souris. Alors peut-être une deuxième question. On a l'impression à vous entendre que c'est extraordinairement dépendant du flux sanguin et donc une vascularisation qui joue un rôle très important avec des méga-vaisseaux, etc. Est-ce qu'avec des anti-VEGF, éventuellement, on a un effet? Est-ce que vous avez étudié d'autres possibilités thérapeutiques? Non, on n'a pas étudié. On a vraiment choisi cet inhibiteur parce qu'il inhibe vraiment la cause spécifique de la maladie. Donc ça n'a pas été testé. Daniel Louva. Oui, c'est très beau. Deux questions. J'ai pas noté quel promoteur vous avez utilisé pour cibler le gène. La recombinase, c'est un promoteur ubiquitaire. Oui, donc c'est exprimé en principe dans toutes les cellules. Oui, mais selon la dose de D'accord. Ok. Et alors, est-ce que vous avez dans vos souris, après l'induction, quand vous voyez apparaître, analysé le génome de ces souris pour voir s'il y a d'autres événements mutationnels ou de réorganisation? On n'a pas du tout regardé ça. Parce que c'est peut-être pas le seul effet, c'est peut-être pas uniquement l'effet du seul gène que vous activez. Ça pourrait... Je suis un peu étonné de l'absence que vous décrivez d'effets secondaires. J'ai dit des effets très peu d'effets secondaires en fait. Il y en a un petit peu évidemment, il y a de l'hyperglycémie chez certains patients qui a été traité par un régime et tout est rentré dans l'ordre. Au tout début du traitement, certains patients ont présenté aussi des AF de manière transitoire, mais sinon pour l'instant, mais après on est aussi à très court terme, à 3 ans pour le premier patient, donc il faut être aussi précautionneux là-dessus. En fait, vous dites que vous utilisez un anticancéreux, et donc vous êtes en train de traiter ce que vous appelez des tumeurs. Non cancéreuses dans le cas des donc patients. en fait, je suis dans le micro, mais moi, je pense. Non, mais on utilise un anticancéreux pour traiter en fait, c'est quand même des proliférations. C'est non cancéreux, mais c'est quand même des tumeurs qui peuvent grossir énormément. Tout à fait, c'est ce qu'on voit chez les souris. Il y a une prolifération énorme qui est stoppée justement avec l'administration du médicament. Et puis, vous avez dit aussi qu'il y avait un pronostic vital qui était impliqué dans... Ça, c'est dû souvent aux malformations vasculaires et à tout le développement des tumeurs qui... Donc vous considérez que vous avez des tumeurs qui ne sont pas cancéreuses, mais pourtant elles prolifèrent. C'est très étonnant, mais ça a été... après, c'est peut-être aussi que ces patients ont
un pronostic vital qui est souvent engagé, mais en tout cas, la majorité les patients ne présentent pas un risque plus accru de cancer. Donc PIK3CA seul en fait ne donne pas de cancer, ça a été bien montré. Il faut souvent des mutations additionnelles pour que la cellule devienne cancéreuse, se multiplie de manière anarchique et métastase, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Ah d'accord, c'était ça la réponse que Voilà. je voulais avoir. Merci. Dernière question, Alain chez Total. Oui. Vous dites donc c'est mosaïque la mutation, vous avez dit, donc ça apparaît dans un type cellulaire a priori initialement. Un ou plusieurs selon le moment de l'embryogenèse où les cellules sont touchées. Et donc du coup, quel que soit, ça peut être du mésoderme, de l'endoderme, il n'y a pas de différence. Donc chez les patients, si vous prévez différents types cellulaires, vasculaires ou autres, ils ont tous la mutation dans Oui, c'est cellulaire. ça qui fait qu'ils sont caractérisés patients atteints du syndrome de Prost. C'est vraiment le fait que ces malformations, on a pu identifier le fait qu'il y ait cette mutation qui entraîne... Mais c'est vrai que c'est des phénotypes qui sont très très variables. Et ça n'affecte pas le cerveau parce qu'il meurt avant de naître ou ça n'affecte pas les neurones du cerveau parce qu'il meurt avant Il y a des patients qui présentent des malformations dans le cerveau. Il y a des patients qui sont atteints. Okay. Merci, on est obligé de s'arrêter, bravo. Merci beaucoup.